Bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, j'ai en charge 3 millions de voyageurs tous les jours. Quand on fait ce boulot, on dort pas très bien, parce qu'on se fait beaucoup engueuler en fait. Pourquoi on se fait beaucoup engueuler? Parce que fondamentalement, quand on a une responsabilité de service public, on a chevillé au corps le fait qu'on doit garantir effectivement la mobilité pour tous les voyageurs qui empruntent les transports au quotidien. Et en fait, en écho de cette question, comment garantir la mobilité, moi ce que ça m'a immédiatement évoqué, c'est, mais bon sang, comment peut-on essayer d'éviter la course vers toujours plus de mobilité? Parce que la situation dans laquelle nous nous trouvons en ce moment en Île-de-France, c'est une situation de très grande saturation. Alors, juste, je vais pas projeter de chiffres, je vais essayer de vous donner quelques images de ce que c'est que cette saturation. Donc, le réseau de banlieue, c'est un réseau historique qui est un réseau en étoile, qui est issu, j'allais dire, de l'exploitation ferroviaire des grandes compagnies. Le RER a apporté quelques transversales, mais pour autant, c'est un réseau historique qui est, comme les autoroutes, tous les jours, l'objet de beaucoup de bouchons. Alors, la gare Saint-Lazare. La gare Saint-Lazare, c'est la première gare d'Europe pour le trafic de banlieue. Avant, juste après la guerre, et aujourd'hui, si vous prenez la photo de cette gare avant et après, vous avez exactement la même photo, c'est-à-dire qu'elle est toujours dans son jus. Je ne veux pas dire des composants, je veux dire des fonctionnalités qu'elle offre pour l'exploitation. Hors gare Saint-Lazare, il circule un train toutes les 28 secondes à la pointe. Et quand vous avez un incident, potentiellement, il influence la circulation d'une vingtaine de trains, sachant que dans chaque train, vous avez 1400 voyageurs. Et donc, vous déclenchez avec un tout petit incident, c'est-à-dire quelqu'un qui descend dans les voies, un carré de signalisation qui a tendance à clignoter entre le rouge et le vert et qui oblige le conducteur à s'arrêter, forcément. Vous déclenchez immédiatement des phénomènes de saturation qui ont quoi comme conséquence? Qui ont comme conséquence de devoir supprimer des trains pour fluidifier le trafic et entraînant par la même occasion une difficulté d'exploitation encore plus importante. Vous avez probablement en tête des grands incidents qui ont défrayé la chronique. Il y en a à peu près un tous les 6 mois. Je touche du bois. Le dernier gros incident en Île-de-France, il date du 15 janvier dernier sur le RER B, où une rupture de caténaire a entraîné l'interruption totale du trafic pendant toute la journée, et on a eu 300 000 personnes en difficulté. Si vous regardez le trafic qui circule sur l'ensemble des aéroports internationaux et que vous le réduisez, que vous le ramassez pour le faire entrer dans le territoire de l'Île-de-France, vous obtenez la densité des mouvements de circulation qui existent tous les jours dans les gares de l'Île-de-France. On peut dire aussi que c'est l'équivalent d'un avion qui décollerait toutes les 6 secondes. Enfin, tout ça pour dire qu'en fait, notre sujet au quotidien, c'est de lutter contre ce phénomène. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la ponctualité, elle est devenue aujourd'hui fonction du trafic. Malheureusement, pour l'opérateur que je suis, plus le trafic augmente à la pointe et plus la ponctualité baisse. 3% par an de trafic, c'est à peu près 0,5% de ponctualité, 0,5 points de ponctualité en moins. On tourne aujourd'hui à des alentours de 90% de ponctualité, mais on a des lignes qui ont des scores épouvantables, 85%, des lignes qui se comportent mieux, 95%. Quand on dit 90% et que chacun fait 10 trajets dans une semaine, ça veut dire qu'une fois par semaine, il se passe quelque chose dans sa vie quotidienne. Alors le drame, c'est qu'en face donc, de cette augmentation de trafic, on le voit
il y a une offre qui, donc, si je vous donne quelques chiffres, hein, depuis entre 2001 et 2010, le trafic a augmenté de 23% sur les trains de banlieue. L'offre n'a augmenté que de 9% parce que les infrastructures ne permettent pas d'y faire rentrer plus de trains. Il y avait en 2000 2 millions de voyageurs, il y en a 3 000, il y en aura, il y en a 2 millions, il y en avait 2 millions, il y en avait 2 millions en 2000, 3 millions aujourd'hui, il y en aura 4 millions dans 10 ans. 3 millions, c'est 10 fois le trafic TGV France entière. Sur le RER B, il y a 2 fois plus de voyageurs qu'il n'y en a sur le TGV tous les jours. Les choix qui ont été faits dans le pays, ça a été des choix de développer les lignes à grande vitesse. En revanche, les lignes classiques n'ont pas été rénovées et elles sont aujourd'hui dans une situation de vétusté importante. Et notre sujet, c'est que nous sommes en train d'engager un vaste programme de rénovation de nos investissements, mais qui va se traduire à court terme par une dégradation plus importante des conditions de transport, puisque plus il y a de trafic et plus c'est difficile de réaliser les travaux, plus il y a de trafic, plus il y a besoin de travaux. Et le sujet d'aujourd'hui, c'est notamment à la gare Saint-Lazare, comment peut-on, pendant quelques heures dans la journée, ne pas faire circuler les trains pour que les travaux puissent avoir lieu de façon à ce qu'on puisse rénover les infrastructures. Donc, je ne voulais pas noircir le tableau, mais je pense que je l'ai fait quand même. Mais voilà, parce que j'entends, enfin, comme vous le faisiez remarquer tout à l'heure, professeur, le fait que la petite musique du transport en commun est une réponse, et on va voir qu'elle en est une à long terme, mais à court terme, voilà la situation dans laquelle elle se trouve. On évoquait la question des ménages périurbains. Le drame, c'est que cette situation, elle affecte bien plus les ménages à mesure qu'ils sont loin de Paris. La situation aujourd'hui, elle est vraiment plus dégradée pour les gens qui habitent en grande couronne. D'abord, quand on habite en grande couronne, on paye 105 € à peu près par mois pour voyager, alors qu'on n'en paye que 70 € en petite couronne. On a des temps de trajet qui sont environ de 40 minutes et qui peuvent dépasser 1 heure. Mais le drame, c'est que c'est la triple peine. C'est-à-dire que plus on est loin, plus la fréquence est faible, et surtout plus l'alternative en situation difficile, moins l'alternative existe. Quand on a des difficultés, quand nos collègues de la RATP exploitent le réseau parisien et qu'il y a éventuellement un accident de personne, c'est-à-dire un suicide sur la ligne 6, vous entendez facilement l'information « Veuillez emprunter les correspondances ». Et donc, on a la chance d'avoir à Paris, en petite couronne, un réseau qui est résilient. La difficulté, c'est que en banlieue lointaine, le réseau n'est absolument pas résilient, puisque, vous le savez bien, plus on s'éloigne dans une étoile et plus les branches sont loin les unes des autres. Voilà un peu la situation et voilà pourquoi il est difficile de bien dormir quand on exerce ses responsabilités, surtout quand on a le sens de ces voyageurs. Ce que je rappelle, parce que souvent, via les réseaux sociaux et via Twitter, on m'envoie des insultes pour me dire « mais ils s'en foutent ». Et non, ils ne s'en foutent pas. Mais la capacité de résolution des problèmes que rencontrent les gens, elle n'est pas à l'échelle de la fréquence à laquelle ils la rencontrent. Dit autrement, nous sommes dans une société où il est de plus en plus insupportable de constater que des dysfonctionnements qu'on rencontre tous les jours ne sont pas corrigés. Et malheureusement, les réponses qu'on peut apporter sur des infrastructures lourdes sont de plus en plus lointaines parce que l'instruction, le financement des grands projets, en fait, nécessitent de plus en plus de temps pour des raisons simples. C'est que les fonciers sont intriqués à Paris et pour une deuxième raison, c'est qu'il n'y a plus d'argent. Et donc, nous avons beaucoup de difficultés à maintenir des projets et leur financement. Et j'ai par exemple en ce moment le projet EOL, j'en profite pour faire de la pub, qui est donc le prolongement du RER E qui s'arrête aujourd'hui à Haussmann. L'idée, c'est que le RER E puisse aller jusqu'à Mantes-la-Jolie. Il faut 3,2 milliards pour faire ça. Tout le monde est d'accord que c'est absolument indispensable. Pour l'instant, on a 1 milliard sûr.
Le reste, on ne sait pas. Et donc la question qui nous est posée, c'est on fait quand même, et puis on trouvera les 2 autres après, avec le risque que ça s'arrête, ou on ne fait pas, en étant raisonnable, et plus jamais ce projet ne verra le jour parce qu'on va remballer toutes les études et on ne sera pas en mesure de les mettre en œuvre. Donc, voilà un peu la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Cela étant, maintenant que j'ai un peu désespéré tout le monde, ce que je voudrais vous dire, c'est qu'en fait, nous avons quand même la chance d'avoir une perspective de grands projets qui a été pensée, et je le dis d'autant plus volontiers qu'elle n'a pas été pensée par la SNCF, et le Grand Paris Express. Et le Grand Paris Express me semblait une bonne solution pour régler les problèmes que je viens de décrire. Pourquoi ? D'abord parce qu'il va apporter une réponse à l'asphyxie des transports. Et puis d'autre part, il va apporter une réponse à tous ces déplacements en tangentiel, en fait, qui saturent le système en repassant par Paris, alors qu'il pourrait de façon très simple, en fait, tous les trafics de banlieue à banlieue, en fait, ne pas encombrer les tuyaux par, en fait, du déplacement parasite. Parce que déjà, le transport est cher, déjà, la mobilité, ça coûte du temps, mais de la mobilité inutile qui coûte des milliards, on aurait vraiment, celle-là, envie de la faire disparaître. Donc, on a la perspective de ce Grand Paris, qui, du point de vue du réseau, est une très bonne nouvelle, parce que, donc, comme je viens de le dire, il apporte une réponse banlieue à banlieue, mais surtout, il crée enfin le maillage au niveau de la grande couronne que la petite couronne a eu depuis très longtemps. Le bonheur du métro, comme je le disais, c'est les correspondances. Avec le Grand Paris Express et avec les rocades de tram-train dont je vais vous parler tout de suite, nous allons pouvoir faire enfin ce que nous attendions depuis très longtemps, c'est-à-dire l'étoile des transports de banlieue aujourd'hui avec ses pointes qui sont très lointaines. On va pouvoir y superposer une offre tangentielle et donc les correspondances vont pouvoir être réalisées. On va pouvoir offrir enfin à la grande couronne une solution alternative en cas de difficulté. Et on va pouvoir on va pouvoir disposer de solutions de transport à l'échelle de toute l'Île-de-France. 2025, 2030, la question maintenant, c'est effectivement une question de financement. Vous avez dû voir que le Premier ministre, vous avez dû entendre le Premier ministre s'exprimer sur le sujet. Nous attendons tous une prise de parole de mois d'octobre. La question est, y va-t-on, n'y va-t-on pas ? Pour l'instant, on est plutôt dans les perspectives d'y aller, mais il faut qu'on vérifie qu'effectivement les financements seront au rendez-vous. Voilà l'espoir, en fait, que nous avons en Île-de-France du point de vue de l'offre. Mais je voudrais aussi, parce que je ne voudrais pas éluder la question, vous parler aussi de la demande, parce que quand on évoque le fait que ce Grand Paris peut coûter 30 milliards, et quand on évoque le fait que les trains sont en fait remplis à 40% en moyenne et à 200% en pointe, on se dit qu'il y aurait valeur à travailler sur ce qui permet éventuellement de faire baisser la mobilité, de travailler sur l'étalement de la pointe et de désaturer. Et ça peut se faire si on travaille de façon étroite avec les territoires. Et on a engagé, et j'aurais aimé avoir un peu plus de recul pour vous en parler avec des exemples déjà réussis. On est en train de travailler avec le territoire de Plaine Commune, l'ensemble des entreprises qui travaillent sur le site, qui sont sur le site de Plaine Commune, les collectivités, pour repérer quels peuvent être, comment peut-on agir sur les comportements. Quelques exemples, évidemment le télétravail, évidemment la modulation des horaires. Les salariés se plaignent que les transports sont un stress, et ils sont un stress réel. Et ils sont un stress d'autant plus important qu'on habite loin. Je peux vous donner un exemple. À la SNCF, on a décidé par exemple que dans certaines gares, on permettrait à nos salariés de venir travailler au-dessus, c'est-à-dire dans les anciens appartements de chefs de gare,
Ça intéresse les populations qui sont loin du cœur de Paris, qui ont les salaires les plus modestes, même à la SNCF, qui font des trajets très importants. Ils peuvent travailler au centre de par exemple, je cite un exemple, à Rambouillet. À Rambouillet, on peut travailler quand on est salarié de la SNCF et qu'on venait jusqu'à présent au siège à Saint-Denis ou avant à Saint-Lazare ou avant Gare de Lyon, on peut travailler à Rambouillet. L'intérêt, c'est que quand c'est compliqué à la gare de Rambouillet parce qu'on a des difficultés, le personnel le personnel de bureau vient donner un coup de main et donc vient augmenter les personnels en contact avec les voyageurs. Et c'est une solution que nous avons trouvée, qui a été en fait qui est un dossier innovation qui a été déposé par un salarié, qui est une réponse à laquelle nous n'avions pas du tout pensé et qui apporte une vraie réponse à plusieurs problèmes mis bout à bout. Le problème des temps de transport trop longs, le problème de la fiabilité, le problème de comment s'occupe-t-on de beaucoup de voyageurs quand on a des difficultés d'exploitation et comment baisse-t-on finalement la mobilité quand elle peut ne pas être utile. Alors, après, je pourrais vous parler je dirais des tarifs qui permettent en fait de voyager moins cher, mais je ne sais pas si c'est vraiment le propos. Ce qui serait intéressant, j'espère qu'on aura un débat et un échange juste après, c'est de pouvoir regarder ensemble quelles sont finalement les nouvelles solutions, indépendamment de celles qu'on a décrites, qui s'offrent à nous. Le covoiturage. Le covoiturage aujourd'hui, on en parle sur les trajets de longue distance. Blablacar marche super bien. Il est en train de prendre des parts de marché au TGV. Bonne nouvelle pour les citoyens, mauvaise nouvelle pour le TGV. Notre sujet en ce moment, c'est d'essayer de développer le covoiturage à l'échelle des déplacements quotidiens, à l'échelle de l'Île-de-France, sachant qu'il n'y a pas de modèle économique pour le covoiturage de courte distance. Il faut qu'on arrive à trouver des solutions pour encourager les conducteurs à faire durablement des propositions de leur voiture et que ce soit vraiment à des niveaux, j'allais dire, de volume suffisant et pas des bricoles qu'on cite dans les conférences, mais qui en réalité ne prendraient que 0,5% de la demande. Donc on est en train d'y travailler. On va lancer au mois de novembre une nouvelle offre qui s'appelle l'idée Vroom. On est en train de la travailler avec les pétroliers et les centres commerciaux. L'idée étant de financer, de donner des bons d'essence aux conducteurs qui accepteraient de faire à tous les voyageurs qui ont qui ont des tout petits trajets, des trajets en covoiturage, de façon à désaturer un certain nombre de gares très encombrées pendant la pointe. Je donne un exemple également qui a été utilisé, qui est en train d'être testé à Keolis à Bordeaux. Ils sont en train de faire une campagne pour que toutes les correspondances qui n'ont qu'une seule destination disparaissent au bénéfice de la marche à pied. On est avec tout le groupe SNCF on a lancé en fait un laboratoire de porte à porte qui a vocation à inventer toutes ces solutions et surtout à les faire connaître. Parce qu'en fait, quand on commence à rentrer, et vous le disiez tout à fait, il y a plein de solutions à apporter, il n'y en a pas qu'une seule. En fait, la difficulté, c'est de les faire connaître à l'ensemble en fait, des populations. Et pour les faire connaître à l'ensemble de la population, en fait, quand on en a une multitude, il faut réussir à les intégrer et à les contextualiser. Et nous sommes très engagés dans les sujets d'open data pour ces raisons-là. Et si vous me permettez, parce que je sais que vous allez citer un exemple très concret, je vais vous en citer un, qui concerne l'accessibilité et pour les personnes à mobilité réduite, qui est une vulnérabilité que vous évoquiez tout à l'heure, pour mettre à niveau les infrastructures d'Île-de-France, c'est-à-dire mettre à niveau les quais et les gares.
il va falloir dépenser d'ici 2021 la bagatelle d'1,4 milliard. Quand on interroge les associations en charge des handicapés, ce qu'elles disent, c'est qu'en réalité, on va répondre à une partie du handicap, mais la création de valeur ne va pas être au niveau attendu. Ce qu'on a fait en revanche, c'est qu'on a décidé à l'occasion d'un hackathon. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'un hackathon. Ça consiste à, pendant 48 heures, mettre à disposition toutes les données dont on dispose pour faire réfléchir en fait des designers et des développeurs sur des offres qu'ils pourraient réaliser à partir de ces données à destination d'un certain nombre de populations et notamment de populations vulnérables. Et on avait des associations du handicap qui étaient présentes et qui nous ont dit, nous, ce qui est très important, c'est que vous soyez capables de décrire dans toutes les gares des choses qui sont jamais regardées et extrêmement utiles. Combien y a-t-il de marches pour descendre l'escalier de Choisy-le-Roi? Quand je passe à gauche, est-ce que je vais me cogner dans une poubelle? Est-ce que l'écran pour les personnes qui sont pas totalement qui sont déficientes visuelles, mais pas complètement aveugles, je vais pouvoir le regarder? Et est-ce que vous êtes capable de m'expliquer mon trajet avant que je parte pour ne pas être en difficulté? Eh bien, nous avons fait avec OpenStreetMap, je ne sais pas si vous connaissez OpenStreetMap, qui est le Wikipédia de la cartographie. Nous avons travaillé avec eux et nous avons décrit dans les 300 le menu détail de toutes ces informations pour être capable d'apporter à tous les types de handicap des solutions d'accessibilité qui sont beaucoup plus performantes que les 1,4 milliard qu'on va dépenser. Je voudrais terminer là-dessus, puisque je vous ai tous foutu le bourdon d'entrée de jeu, dire que je suis très optimiste sur le fait que cette nouvelle économie, l'économie du partage, en fait, grâce à la nouvelle technologie, elle va nous apporter des réponses que nous n'imaginions même pas quand nous avons commencé nos études. Merci à vous.